Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question un peu particulière. Depuis quand regarde-t-on des documentaires? Quand on pense au cinéma, en premier, on va forcément penser à la fiction, et pourtant le documentaire a été très présent dès l'invention du cinéma. Pour tenter de répondre à cette question, il faut remonter dans le temps et retourner à l'invention du cinéma. Pour rappel, le cinématographe a été inventé par Louis et Auguste Lumière et la première projection publique a eu lieu à Paris le 28 décembre 1895. Cette première séance de cinéma a duré en tout 20 minutes et a présenté 10 films. Sur ces 10 films présentés, on peut dire que 7 documentent la réalité, donc ce ne sont pas des documentaires puisque ce sont des vues fixes. Pour être davantage précise dans ma recherche, j'ai trouvé un article où on retrouve différentes critiques faites par la presse sur des vues du cinématographe. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les premières années du cinéma, c'est-à-dire avant 1900, on a beaucoup plus de vues d'actualité, soit des vues de France ou d'ailleurs, qui sont diffusées dans le cinéma, et pas beaucoup de fiction, même si ça va venir. Là, par exemple, je suis en train de vous montrer donc La baignade en mer. C'est un des films qui a été présenté dans la première projection qui a eu lieu à Paris et qui a tourné ensuite dans différentes villes en France et ailleurs. J'ai retrouvé une critique qui nous dit la chose suivante. Quant à La baignade en mer, elle est d'une exactitude irréprochable. Le mouvement des vagues est rendu dans toute son esthétique et jusque dans ses moindres détails. On croirait assister à un rêve, mais un rêve qui laisse au cœur d'une impression des plus délicates et ouvre à l'esprit les horizons les plus inattendus. On est sur une des premières critiques qui se faisaient dans les journaux de l'époque et c'est particulier de pouvoir comparer ces mots aux images parce que pour nous aujourd'hui c'est des images qui nous semblent extrêmement banales. C'est assez logique finalement que le réel prenne une importance énorme dans le début du cinéma, la représentation du réel, parce que tout simplement c'est une attraction en tant que telle, alors que ça ne l'est plus aujourd'hui, évidemment. À titre anecdotique, la personne qui a qualifié le cinéma de 7e art s'appelle Ricciotto Canudo, c'est un poète italien. Et dans ce même texte, il dit que le cinéma va pouvoir avoir une grande importance dans la création de l'histoire et des archives qu'on va pouvoir faire de tout événement. Cette question de représenter le réel au cinéma a traversé vraiment toute l'histoire du cinéma et c'est hyper important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup, avant d'être considéré comme un art et comme un art plus particulièrement de fiction aujourd'hui, le cinéma, il est déjà considéré comme un divertissement, mais aussi un outil de revendication culturelle. On va aller filmer ces colonies pour les montrer, on va essayer de présenter notre patrimoine culturel et tout simplement la vie qui nous entoure aux spectateurs et la mettre en valeur ainsi par des vues cinématographiques. Cette quête des vues les plus extraordinaires, elle va continuer, mais on va aller plus loin. On va aller de plus en plus filmer ailleurs, envoyer des opérateurs à travers le monde. Et c'est d'ailleurs Pathé qui va se lancer en 1909 avec le Pathé Journal en envoyant des opérateurs à travers le monde. Gaumont va suivre de très près la tendance. Il faut savoir qu'ils vont faire des actualités jusqu'en 1960, donc c'est quelque chose qui a duré pendant très longtemps. En général, les séances de cinéma, même quand il y a eu de la fiction ensuite qui a pris une place beaucoup plus importante, il y avait toujours des actualités ou des vues qui étaient diffusées avant le film. C'est quelque chose qui était très présent. Aujourd'hui, on a les publicités et avant, ils avaient des vues d'actualité. Ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Et tout ça, comme la chanson, ça fait d'excellents français. En 1930, le théoricien Bélas Balas va un petit peu dénoncer ces vues d'actualité et dénoncer le fait qu'il y a une grande propagande qui est présente dans ces vues-là. Et par exemple, va mentionner le fait que la Grande Guerre n'est pas du tout montrée comme elle devrait l'être. C'est un événement qui va vraiment être caché de ces vues d'actualité ou alors filmé d'une manière beaucoup plus romancée, on va dire, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des films, bien sûr, dans les tranchées, et des photographes aussi qui documentaient ces tranchées. Bien sûr, le public va très vite s'habituer donc aux vues de la France, aux vues d'une baignade, aux vues d'un train qui entre en gare, et ils vont demander des images exotiques, de choses qu'ils ne voient pas quotidiennement. C'est là que vont naître beaucoup de cinéastes explorateurs. De son côté, la France privilégie forcément ses colonies africaines, et pour ne citer que 2 opérateurs,
Donc on a déjà Alfred Machin qui va exposer ses exploits dans un film Voyage et Grande Chasse en Afrique en 1913. On a aussi par exemple La Croisière Noire en 1925 de Léon Poirier qui suit une expédition dans le Sahara et fait la gloire des automobiles Citroën. On voit déjà qu'il y a des petits placements de produits, même à l'époque, ils étaient déjà présents. Dans toute l'histoire du pré-cinéma, on a des films qui sont faits très exotiques, soit sur des cultures complètement différentes de la nôtre, mais toujours avec un point de vue très occidental. Et si on peut aussi faire la gloire soit de nos colonies, soit de nos voitures Citroën, c'est fait dans ces actualités aussi. Que ce soit Gaumont ou Pathé, ils ont beaucoup plus parié sur les vues, les actualités que la fiction au début. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Vous vous demandez peut-être, ok, d'où vient le terme documentaire ? Ça se trouve, vous ne me demandez pas du tout, mais c'est pas grave. Et quand est-ce qu'il a été utilisé pour la première fois? Et pour quel film en fait? Donc c'est là qu'arrive Nanook l'Esquimau en 1922 de Robert Flaherty. Nanook l'Esquimau est un documentaire sur le Grand Nord et plus particulièrement sur la nation inuite. Flaherty va à 2 reprises aller filmer pendant plusieurs mois une famille dont Nanook est le père. Il va passer énormément de temps avec eux, être très proche d'eux et vivre avec eux. Donc ça ne sera pas simplement des vues d'actualité comme on a pu le voir précédemment, mais ça sera vraiment un réalisateur qui va passer beaucoup de temps avec les personnes qu'il filme. La différence avec les autres films, c'est que cette fois-ci, Flaherty n'utilise pas la caméra comme un outil de communication pour capter ce qu'il y a autour de lui, mais comme un outil d'expérience partagée, c'est-à-dire qu'il va travailler avec Nanook et la famille de Nanook pour par exemple, composer des plans, créer des plans un petit peu humoristiques. Par exemple, pour pouvoir filmer dans un igloo, il faut savoir qu'à l'époque, les pellicules, elles étaient très peu sensibles à la lumière. Donc il fallait beaucoup de lumière pour avoir une bonne image. Nanook et d'autres Inuits vont devoir construire plusieurs igloos à plusieurs reprises. Beaucoup d'eux se sont effondrés parce qu'en fait, il fallait qu'il y ait un énorme puits de lumière au-dessus de l'igloo pour que Flaherty puisse filmer dedans et faire de belles images. Pour la première fois, le réalisateur travaille avec les personnes qu'il filme jusqu'à même créer les décors. C'est ça qui est assez fou, c'est que cet igloo, il n'est pas du tout réaliste. Il est vraiment là pour mettre en scène l'Inuit comme on pense qu'il est. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Il montre les Inuits comme ils étaient avant et pas à l'époque où il le filme. Par exemple, à cette époque, donc aux environs des années 1920, les Inuits ont déjà des fusils, ils ne chassent plus forcément de la même manière, ils ne vivent plus forcément dans des igloos. On a déjà un changement de leur mode de vie qui est énorme dû au colonialisme et par exemple, ça, Flaherty, il veut pas du tout le montrer. Donc c'est pas du tout un film qui représente la réalité, c'est pas du tout un cadre brut. Mais là, on a un choix de narration, on a un choix de romancer et aussi de quelque part mythifier ce personnage qui est Nanook, un Inuit survivant dans un pays très froid avec sa famille, un Inuit face à la vie sauvage. On a une vision très positive de Nanook, on s'y attache, on le trouve drôle. À ce sujet, Flaherty déclarait « Je veux montrer leur majesté première et leur originalité tant que cela est encore possible, avant que les Blancs n'anéantissent non seulement leur caractère, mais ce peuple, même déjà, en voie de disparition. » Donc il y a vraiment l'idée avec ce film, non pas seulement de montrer une actualité, de montrer quelque chose d'exotique. Forcément, c'est pour ça qu'il a marché, c'est parce que à l'époque, on voulait voir ces peuples éloignés, tout comme finalement un petit peu aujourd'hui, le désir d'exotisme, il existe encore, mais il voulait vraiment le montrer de manière positive. Ce film fondateur a rencontré un succès énorme, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ou en Europe. C'est en entretenant une relation particulière et presque amicale avec la famille de Nanook que Flaherty a réussi à faire un film, un documentaire très romancé et très poétique sur les Inuits. Ces Inuits qui, comme je le rappelle, n'existaient plus vraiment ainsi, puisqu'il y a énormément d'anachronismes dans ce long métrage. Cette nostalgie édéniste de l'homme face à la nature, qui survit face à la nature, a énormément plu au public
et la mise en scène aussi. Il y a par exemple une scène au début là que je vous montre tout de suite qui représente très bien ce que je veux dire de cette mise en scène, de ce jeu entre Flaherty et les personnes qu'il a filmées. On voit la famille de Nanook sortir un à un d'un canoë et on voit bien sûr qu'il y a des coupures et que tous les personnages sortent un à un. Il y a un effet comique, il y a un effet de mise en scène qui est assumé. On voit que c'est faux, que c'est un jeu pour amuser le spectateur. Ça retranscrit parfaitement le fait que Nanook et sa famille étaient d'accord d'être filmés, étaient d'accord de se mettre en scène, étaient d'accord de créer ces anachronismes pour quelque part montrer une part de leur culture et aussi amuser le spectateur. Donc c'est cette relation-là, cette mise en scène, cette romance de leur vie qui a fait de Nanook l'Esquimau le premier documentaire de l'histoire du cinéma. Pourquoi le premier documentaire? C'est John Grierson, qui est théoricien, réalisateur et fondateur de l'ONF au Canada, qui va qualifier Nanook l'Esquimau de premier film documentaire. Et depuis, on utilise ce terme. Bien sûr, l'histoire du documentaire va continuer à évoluer, on va continuer à en faire, et on va voir le documentaire comme un genre cinématographique à part entière. Ce qu'on remarque, c'est que paradoxalement, le terme documentaire, il est venu avec un film qui a été très largement mis en scène, très largement romancé, que ce soit avec des mises en scène humoristiques ou le choix de l'anachronisme avec l'Igloo par exemple. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur le documentaire. Le documentaire, c'est pas seulement poser sa caméra comme on a pu le voir avec les vues d'actualité. C'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose de profondément subjectif où on va raconter de manière personnelle ou alors de manière collaborative quelque chose, une histoire, une culture, un événement, tout ce qu'on veut en fait. Finalement, le cinéma documentaire est né théoriquement lorsque le réel a commencé à être romancé, mis en scène subjectivement. Et ça en dit beaucoup sur cette forme cinématographique. Et je sais pas du tout comment conclure cette vidéo, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner. Donc voilà, je compte sur vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.